Bonjour à tous, bienvenue pour cette rencontre en direct pour discuter pendant 1 heure environ du programme audible original produit avec Rétroviseur Productions, La Divine Comédie d'Amélie Nothomb. Alors avant de vous parler de ce documentaire un peu plus en détail, je vais d'abord vous présenter le parterre d'invités qui nous accompagne ce soir. Et comme c'est un parterre qui est très féminin, je vais inverser la galanterie et je vais commencer par vous présenter mon voisin de gauche. Donc nous avons l'honneur de recevoir l'acteur, auteur, metteur en scène, réalisateur et autres, Alexis Michalik, qui a contribué, participé au projet, qui nous parlera de sa participation. Bonsoir Alexis. Bonsoir, comment ça va? Très bien. Super. Nous avons évidemment le grand honneur d'avoir avec nous la romancière, la talentueuse et la généreuse Amélie Nothomb. Bonsoir Raina. Et enfin, nous avons avec nous également Laureline Amagneux, non moins talentueuse, réalisatrice, qui a également coécrit ce documentaire avec Amélie. Bonsoir Laureline. Alors, je vais rapidement, pour ceux qui n'auraient pas encore vu le documentaire, vous parler très rapidement, vous donner un petit aperçu de ce qu'on y raconte. Donc il s'agit, La Divine Comédie d'Amélie Nothomb, d'un documentaire audio, donc qui a eu la particularité d'être écrit, pensé, construit pour une expérience audio uniquement. Et une expérience audio particulièrement immersive, en faisant appel à des techniques sonores, on y reviendra avec Laureline en particulier, telles que le binaural, qui permettent de vraiment se spatialiser dans les lieux que nous allons visiter tout au long du documentaire. Donc ce documentaire, sans grande surprise, comme son nom l'indique, et Amélie s'est inspirée de La Divine Comédie de Dante, je crois que je ne révèle pas de grands secrets, et Amélie, vous plongez les auditeurs dans un grand voyage parmi les mythes et les légendes qui fondent notre patrimoine culturel et notre imaginaire commun. Et avant de vous passer la parole, je vous propose de nous immerger ensemble dans un premier extrait du documentaire. Musée Rodin pour Nous voici. Bienvenue chez moi, dans ce salon où se situe la bibliothèque. Il y a bien sûr l'Iliade et l'Odyssée, cela ne vous étonne pas. Il y a également l'Énéide de Virgile, la Divine Comédie de Dante. J'ai toujours eu l'intuition que la vérité se trouvait bien plus dans les mythes qu'ailleurs. Alors, Amélie, on le sait quand on est lecteur ou lectrice de vos romans, que la mythologie joue un rôle prépondérant dans l'ensemble de votre œuvre. Donc voilà, on serait intéressé à savoir ce qui vous a amené à créer, à développer, à penser ce projet au format audio, et comment vous avez choisi les mythes que vous avez décidé d'aborder dans votre Divine Comédie. La mythologie, c'est une passion très ancienne chez moi. J'ai grandi dans beaucoup de pays différents. La mythologie était accessible partout où j'allais. C'était à chaque fois une lecture du nouveau pays dans lequel j'arrivais. C'est une forme d'initiation très ludique, très intéressante et très profonde. Donc je me suis toujours passionnée pour la mythologie. Alors la forme audio, ça c'est vraiment grâce à la rencontre avec Laureline Amagneux. Je ne savais pas que ce genre de documentaire existait. Nous avions déjà plusieurs fois travaillé ensemble. Je savais que je voulais de nouveau travailler avec Laureline. Et quand elle m'a proposé le principe du documentaire audio, j'ai trouvé ça formidable. Parce que finalement, qu'est-ce qui est paralysant c'est l'image. Mais l'idée de pouvoir parler sans image, comme à la radio du bon vieux temps, j'ai applaudi.
Et c'est vrai que vous transmettez énormément de votre savoir, en fait, sur la mythologie. Est-ce que vous avez, à travers ce documentaire, été amené aussi, vous, à découvrir des choses que vous ignorez ou à découvrir des pratiques Mais bien sûr, l'idée c'était de partir des mythologies que je connais pas trop mal, telles que la mythologie gréco-latine, pour aller vers des mythologies qui m'étaient mais radicalement inconnues, comme la mythologie nordique qui a été la grande découverte. Et ça a été vraiment extraordinaire. Disons que je suis partie du connu pour arriver à l'inconnu. Et du coup, si vous pouvez nous donner peut-être un exemple sur les mythologies nordiques de quelque chose que vous avez appris qui vous a particulièrement passionné. Alors, l'expression du destin chez les Nordiques, elle s'appelle comment Les Nornes. Les Nornes, Oui. qui sont d'une vacherie épouvantable. C'est finalement elles qui ont le plus grand pouvoir. C'est l'équivalent des parcs chez les Grecs, sauf que les Nornes ont infiniment plus de pouvoir que les parcs. C'est-à-dire qu'aux yeux des Nordiques, face à votre destin, il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. Vous avez intérêt à vous mettre les Nornes dans la poche. Sinon, c'est fichu. Oui, et on s'est vraiment centré sur les mythes européens parce que c'est vrai qu'Amélie connaît très bien la mythologie gréco-latine. Elle voulait aussi qu'on parle de la culture biblique. Et puis, elle m'a donné une direction au départ qui était d'aller de la figure d'Orphée à la figure de Jésus. Parce que ce sont deux de ses héros favoris. Donc c'est bien parce que ça nous a donné une trame, parce que finalement c'est très important dans un documentaire qui est une narration, une progression, et pas de faire un catalogue de mythes. Et comme Orphée descend aux enfers, et que Jésus descend d'ailleurs aussi aux enfers, mais s'élève vers le paradis, on a construit vraiment ces 11 épisodes comme un voyage à partir des mythes des enfers pour aller vers des représentations du paradis. Et puis après, on en est venu à penser à Dante, à la Divine Comédie, donc cette œuvre du XIVe siècle, dans laquelle le poète Dante se met en scène en train de descendre dans les cercles de l'enfer pour après pouvoir accéder au paradis, parce que c'est un moment où il a perdu du sens dans sa vie. Et ça, c'était très important pour nous d'emmener l'auditeur dans ce voyage des enfers au paradis, mais qui puisse aussi éclairer nos vies. Amélie parlait d'initiation, et pour nous, c'est très important cet aspect initiatique dans le mythe. Et vous, Alexis, je crois que la mythologie aussi gréco-latine, comme Laurélie l'a définie, c'est un sujet qui vous intéresse. Oui, absolument. Non, mais bon, moi, je suis arrivé déjà sur le projet en tant qu'interprète, hein, donc je ne suis pas du tout à la base de la création de ce projet, mais oui, il se trouve que mes parents se sont rencontrés en Grèce il y a quelques années, et on y est retourné beaucoup, et donc ils étaient fascinés par la culture grecque et par la mythologie grecque. Donc moi j'ai appris la mythologie gréco-romaine par le prisme des Grecs, mais c'était passionnant évidemment, tous les mythes fondateurs, les titans, les dieux, toutes les histoires, c'est assez passionnant. À tel point que comme en plus on était... mes parents sont athées, et donc j'ai grandi dans une culture athée. Jusqu'à assez tard, je me disais, mais je comprends pas les Grecs, c'est quoi ces icônes-là? Je croyais qu'ils croyaient en Zeus. J'avais pas très bien percuté que c'était une mythologie qui avait disparu depuis un petit peu. Et est-ce que, comme Amélie, à travers ce documentaire, vous avez dépassé du coup les mythologies qui vous étaient plus familières pour peut-être aussi faire la découverte de ces mythologies scandinave? Bien sûr, oui, évidemment. Après, la mythologie scandinave, pour le coup, j'y avais un peu goûté, un peu, en allant voir notamment Thor au cinéma. Et, vraiment, j'étais un peu calé sur le sujet. Mais non, il y en a plusieurs. Oui, mais à vrai dire, je pense que c'est même les textes, on va dire, bibliques qui m'étaient les plus étrangers, je pense, de toutes ces mythologies. C'était important pour moi d'incorporer la Bible comme une mythologie comme une autre. Voilà. Après tout, le christianisme, c'est jamais qu'une mythologie en activité, hein. Donc, il faut bien se dire que les Grecs et les Romains, pour eux, la mythologie, mais c'était leur foi. Donc, c'était absolument pas absurde de traiter Jésus de la même façon qu'Orphée. Ah oui, c'est très intéressant. Ça apporte un éclairage à votre roman Soif. Je trouve qu'effectivement, on était, je trouve, dans un registre mythologique. C'est ce que j'essaie, parce que beaucoup de gens me disent « Ah, vous avez écrit un livre religieux ». Je disais « Mais non, c'est pas un livre religieux.
C'est un roman dont Jésus est le héros. Mhm. Et quel héros, bien Ouais. sûr, c'est un sacré héros, Ouais. Jésus. Par rapport à Thor, je ne sais pas, mais Je suis sûre que ce serait très bien entendu. Oui, c'est sûr. Il y en a un qui ressuscite, l'autre qui maîtrise la foule. Enfin, chacun. Non, mais ceci dit, c'est aussi pour ça qu'on s'est centré sur l'Europe, c'est parce qu'il y a une porosité quand même entre la mythologie scandinave et justement le christianisme, parce qu'on parle des Eddas dans le documentaire, qui est un texte de référence pour ces mythes, et il a été écrit au XIIIe siècle. Et donc en fait, il y a beaucoup de spécialistes qui pensent que toute cette imaginaire de la fin du monde, le Ragnarok et la régénérescence ensuite, ça a été influencé déjà par le christianisme qui était répandu en Islande. d'accord. Donc finalement, c'est aussi pour ça qu'on s'est centré sur l'Europe, c'est parce qu'il y a des liens entre finalement toutes ces mythologies. Et on fait aussi des découvertes musicales assez étonnantes en allant justement dans les mythologies scandinaves. Écoutez, quelle pure merveille, parce que je suis écrivain, mais il se trouve que j'aime la musique 40 fois plus que la littérature, que j'aime pourtant énormément. Alors, je fais des livres parce que je suis incapable de faire de la musique. Du coup, pouvoir, grâce à ce documentaire, découvrir des musiques, découvrir des instruments, ça a été génial. Surtout, bien sûr, surtout les musiques nordiques. Moi, à la base, je suis fan de métal, donc forcément, j'ai une affinité avec les musiques vikings et nordiques. Et grâce à Lorline, on a découvert des musiciens extraordinaires. Et leurs instruments Et leurs instruments méconnus. complètement méconnus. Oui, parce que c'est vrai que l'idée, finalement, c'était pas tellement de revenir sur des mythes dont certains peuvent être très connus, mais vraiment de les aborder sous l'angle artistique. Donc plutôt de redécouvrir les mythes à travers des grandes œuvres d'art, que ce soit les grands textes, la littérature, mais aussi la sculpture, et surtout la musique, qui est l'art absolu pour Amélie. Et puis l'audio, c'était privilégié pour ça. Donc on a prévu beaucoup, parce que en fait c'est une balade sonore. Amélie, elle nous emmène dans des lieux culturels, elle nous fait rencontrer des intervenants, des artistes. Et donc on a beaucoup rencontré de musiciens qui nous ont fait découvrir à la fois des instruments plus connus comme la harpe, mais aussi la nickel harpa, que Amélie a adoré, qui est justement une vielle traditionnelle suédoise, donc en lien voilà, avec l'univers des Vikings et de la mythologie scandinave, et c'était ici dans ce studio. Oui, avec Voilà. Eleanor Billy qui a joué de son instrument, c'était extraordinaire. Et Et vous ça, l'avez essayé? Alors, non, j'ai essayé de la harpe. oui. Déjà, c'était quelque chose de fou, mais la nickel harpa, j'aurais jamais osé. C'était un instrument d'une complexité, mais pas croyable, avec des cordes sympathiques, c'est-à-dire des cordes qui sont là, qui servent à rien, sauf à faire vibrer. à faire les vibrer, autres c'est ça. sons. Je me disais, si je touche cet instrument, il se casse. Elle l'a juste pris sur ses genoux et déjà... Et déjà, c'était une catastrophe, Non, vous aviez l'impression de commettre un sacrilège. un adultère, je me souviens. Parce que il y avait un lien très fort entre la musicienne qui est venue et son instrument. C'était très très beau. C'est vrai que c'est une des rencontres qui nous a... Oui, c'était une des plus belles rencontres, c'est vrai. Alors Laureline, je vais m'adresser à vous, donc, qui avez coécrit ce documentaire avec Amélie. Vous avez plutôt l'habitude de réaliser des documentaires pour le cinéma ou pour la télé, dans un registre beaucoup plus imagé. Je voudrais savoir ce que ça impliquait pour vous de particulier d'écrire pour l'audio et uniquement pour ce médium-là. C'était ma première expérience de réalisation en audio, grâce à vous, grâce à Audible. Et vraiment, ça a été une expérience magnifique et très très joyeuse, très enrichissante, vraiment pour chacun de nous. Et ce qui est en fait très étonnant, c'est qu'il faut essayer de créer une cinématographie dans l'esprit finalement de l'auditeur. Donc en termes d'écriture, ça voulait dire vraiment faire attention à toujours bien présenter les lieux, et voilà, permettre à Amélie de toujours bien aider l'auditeur à se situer. Mais elle le faisait, vous étiez extrêmement à l'aise, donc de décrire tout ce qui est de l'ordre de ce qu'elle voyait, les actions, même la sculpture, parce qu'on essayait de faire passer la sculpture par l'audio. C'était génial. Ah, ouais. Le musée Rodin, ça c'était formidable. Et puis après,
on a quand même tourné en mode documentaire, donc comme si on était pour un documentaire audiovisuel avec une petite équipe, on est allé dans les lieux et on suivait Amélie dans ses rencontres, mais on essayait de capter beaucoup plus les ambiances des lieux, les sons dans les lieux pour pouvoir immerger le spectateur dans ces endroits. Et on a beaucoup travaillé avec la création sonore, c'était très important. J'ai travaillé avec deux designers qui étaient fabuleux, Virgile Van Gineken et Simon Cacheux. Et ça, c'était une expérience vraiment formidable parce qu'il fallait que ça déploie l'imaginaire de l'auditeur pour essayer de représenter ces grands mythes. Et on a essayé de créer des sons qui soient assez complexes parce que dans les enfers, finalement, on se rend compte qu'il y a aussi des apprentissages, il y a aussi des éléments positifs. Donc il ne fallait pas aller que vers des sons graves et mystérieux, il fallait faire ressortir ce côté-là. Et à l'inverse, dans le paradis, ce qu'on apprend avec le spécialiste de Dante, c'est qu'il y a de la nostalgie, il y a des manques. Et voilà, donc on a aussi mis ces dissonances-là dans les sons, dans l'univers du paradis. Donc tout ce travail avec le sonore, c'était extraordinaire. C'est là qu'on se rend compte que c'est très sensoriel, l'audio. Et puis ça permet de déployer cet imaginaire, finalement aussi comme la littérature. Et comme vous le disiez, on a travaillé avec la technique du micro binaural à 360. Et ça aussi, c'était extraordinaire. Parce que ça donne le sentiment à l'auditeur en fait, d'être à côté d'Amélie, de faire ses découvertes avec elle, d'entendre les sons qui sont à droite, à gauche, derrière elle, de sentir vraiment le son autour de soi. Et on a beaucoup travaillé, surtout quand on rencontrait les musiciens avec le micro binaural, pour vraiment que le spectateur se sente enveloppé par la musique. C'est vrai que c'est une technique qui est très fascinante et on reviendra dessus peut-être tout à l'heure pour éclairer parce que c'est une notion assez abstraite, le binaural. Et en même temps, c'est vrai que dans ce documentaire, vous prenez vraiment l'auditeur par la main, on vous suit, ça paraît très, très, très naturel, très léger, la spatialisation, elle fonctionne à merveille. C'est vrai que derrière, il y a beaucoup de travail de technique que vous soulignez, Laureline. Et il y a aussi la question de l'interprétation, et je m'adresse du coup à vous, Alexis. Donc Alexis, dans le cadre de ce documentaire, vous faites le récit, la narration de mythes. Et vous aussi, vous venez plutôt d'un univers d'images, vous avez l'habitude de mettre en scène, que ce soit pour le théâtre, que ce soit pour le cinéma. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez ressenti en termes d'interprétation. Est-ce que par la voix, vous avez eu l'impression de pouvoir transmettre toute la palette d'émotions que vous avez l'habitude de mettre en scène dans vos autres activités? Alors, oui et non, il y a plusieurs réponses. D'abord, moi je travaille beaucoup à la voix, c'est-à-dire que par exemple au théâtre, le rythme est une constante primordiale chez moi. Et dans mes spectacles, il y a toujours beaucoup de rythme et c'est très musical aussi. Il y a toujours beaucoup de musique et souvent les acteurs se calent sur les musiques pour jouer. Donc ça amène encore une fois un rythme. Et il m'arrivait souvent, quand je viens voir un spectacle que j'ai vu déjà plusieurs fois, de me mettre dans la loge et d'écouter juste les retours et de prendre mes notes uniquement à la voix, parce que ce que les comédiens, ce qui diffère, c'est ce qu'ils disent et pas ce qu'ils font sur le plateau. Ils vont jamais faire un truc qui déroge à la mise en scène. Donc du coup, je ne me cale que sur la voix. Donc oui, effectivement, il y a beaucoup d'émotions peuvent passer uniquement par la voix et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. En revanche, ce qui est sûr, c'est que sur ce type d'exercice, il y a certaines règles à respecter qui font que il y a un petit cahier des charges justement de la voix, du ton, du rythme, qui est assez, je ne vais pas dire monocorde, mais assez droit en tout cas, et qui ne peut pas aller trop vite. Et moi, je me sens souvent bridé par la lecture d'un texte, parce qu'on me dit maintenant, pour qu'on entende tout, il faut respecter un certain rythme. Il ne faut pas trop presser les choses, alors que j'ai tendance à vouloir justement en dire le plus possible, parce qu'aujourd'hui, tout va de plus en plus vite, et donc on est habitué à entendre les choses de plus en plus rapidement. Donc je sortais un peu du ressenti et de l'émotion, pour vraiment me mettre au service de la technique narrative.
c'est vrai que ce que reçoit l'auditeur est fondamental et le rythme n'est pas forcément le même parce que ce que nous, on sait en tout cas des auditeurs chez nous, c'est qu'ils écoutent principalement pour se détendre, pour se déconnecter et que c'est une écoute qui est très à la fois attentive et active. Et je pense que le fait de ralentir permet à l'auditeur de travailler et de mettre des images sur les mots que vous lui proposez. Sûrement. Sûrement. Du coup, je propose que nous écoutions maintenant un extrait. Donc Alexis, vous lisez un mythe nordique qui raconte l'affrontement du dieu Thor avec le serpent géant de Midgard. Le serpent de Midgard ouvrit grand la gueule sur la tête de bœuf, et l'hameçon se planta dans son palais. Quand il sentit cela, le serpent réagit en faisant des mouvements si véhéments que les 2 poings de Thor heurtèrent le plat-bord. Alors Thor se mit en colère, s'arma de sa force d'ase et s'arc-bouta si fermement des 2 pieds que ceux-ci passèrent aussitôt à travers le bateau. C'est parti. Ok. Alors, dans certains passages de cette divine comédie ont été enregistrés en studio. Beaucoup de passages aussi se sont faits dans des lieux, en extérieur, on y reviendra. On va voir un petit extrait d'un enregistrement en studio. Je voudrais savoir, donc pour ceux qui se sont prêtés à l'exercice, Amélie et Alexis, voilà, est-ce que vous avez des anecdotes ou des choses à partager sur cette atmosphère, nous faire un peu rentrer dans les coulisses d'un enregistrement au studio comme le studio OGP où nous sommes aujourd'hui? Ce studio-ci, mais c'est le rêve. C'est d'ici quand même qu'on a fait la plupart des séquences. Ce charmant monsieur qui nous reçoit ici, et c'est un studio où je crois des pointures de la musique ont fait des disques connus. Il y a des guitares à n'en plus finir. Moi, j'ai toujours envie d'essayer une de ces guitares. Bon, je m'abstiens car ce serait une catastrophe de plus. Mais on est bien ici. Je me souviens, on était arrivé à la fin du premier confinement. Donc j'étais dans le même état que tout le monde, je n'avais plus vu d'être humain depuis. Et j'arrive ici et on fait le premier enregistrement, mais j'étais bouleversée. Il y avait des gens, il y avait Laureline, il y avait l'équipe et tout. C'était tellement... Des vrais gens. Des vrais gens. On se retrouvait ici, c'était formidable. C'est vrai. Oui, il y a un côté très, très familial et quand Alexis est venu pour lire, c'était aussi très, très intime. Je crois que c'est surtout ça. On était dans une ambiance chaleureuse et joyeuse à la fois. Et d'ailleurs, je voulais dire qu'on a tout de suite pensé à Alexis pour lire les extraits des mythes, mais vraiment immédiatement avec Amélie. Quel instinct extraordinaire, là. Oui, parce qu'on est deux grandes admiratrices. Et voilà, c'était vraiment formidable. Et puis ce physique de viking. Bien sûr. Oui, c'est faut le dire aussi. Pour un documentaire audio, c'est hyper important. Le physique, effectivement, pour le documentaire audio. C'est primordial. Non, mais moi, ce qui est marrant, c'est quand je suis arrivé, je suis venu tout de suite en me disant, est-ce que tu as envie de lire un truc? Il y a Amélie qui fait un documentaire. Je dis, bah, bien sûr, évidemment, j'adore. Et puis, mais je pensais vraiment lire un petit paragraphe, quoi, un texte. Puis je suis arrivé, puis ils ont commencé à sortir les feuilles, les 12 feuilles, des trucs. Et j'ai dit, d'accord, ok, ah ouais, il y a quand même pas mal de textes. Et je commence à lire un petit peu dans ma tête, et vraiment, c'était que des noms imprononçables. C'est des noms nordiques que même quand on les prononce, en fait, on dit, ah non, c'est mieux, on n'est pas le chat, d'accord. Donc ça a été, mais c'était rigolo, quoi. Et on l'a fait une fois, et après on l'a refait, si je me souviens bien. On a très bien, c'était super sympa. Mais après, on m'a dit, bon, mais c'est super sympa, mais l'enregistrement ne marche pas. Donc, on a tout refait, il me semble. C'était, mais voilà, mais c'était hyper grave. Et alors, comment ça se passait justement, ces noms imprononçables que vous découvriez pour la première fois sur votre feuille? Est-ce qu'il y avait quelqu'un pour vous donner la prononciation? C'était Laureline. Laureline, elle avait bien bossé. Moi aussi, j'avais ce même problème. Et heureusement, Laureline était... Elle
Et alors, il fallait tendre l'oreille, et grâce à ça, on avait la bonne prononciation. Oui, mais alors, bon, c'est parce qu'on a fait beaucoup de recherches pour préparer le documentaire et qu'il y a des spécialistes qui interviennent de ces mythologies dans le documentaire, et notamment un universitaire de la Sorbonne, Pierre Brice Oui. Stahl, qui non seulement enseigne la civilisation nordique, mais parle le vieux norrois, donc la langue Oui. islandaise ancienne dans laquelle ces mythes ont été écrits. Donc c'est vrai que je lui avais demandé phonétiquement de nous préciser comment prononcer Yggdrasil ou Balder. Voilà. Normalement c'est Sor, c'est pas Thor. Enfin voilà, il y a D'accord. un ensemble, mais on a quand même un petit peu voilà. Allégé. Voilà, exactement. Mais c'est vrai que les textes étaient de plus en plus complexes parce qu'on terminait avec la Divine Comédie de Dante, mais qui n'est pas simple à lire parce que la syntaxe, même le vocabulaire est vraiment complexe. Alors, ce que je vous propose maintenant d'écouter un enregistrement d'Alexis pour illustrer ce que nous venons de nous dire. Un passage en vidéo peut-être. Nous voici dans un studio d'enregistrement en compagnie de l'auteur dramatique et interprète Alexis Michalik. Il a accepté de lire avec sa voix très particulière mes textes mythologiques préférés. Il marchait, seul dans la nuit, à travers les ténèbres, les demeures désertes de Pluton et ses royaumes vides. Faisons ce voyage des enfers au paradis avec Alexis Michalik. Alors, Laureline, vous avez donc visité, on a vu, beaucoup de lieux différents pour le tournage. D'ailleurs, je m'adresse aussi à vous, Amélie, parce que c'était un choix commun. Tout à fait. Je voudrais savoir comment et pourquoi vous avez choisi ces lieux précisément. Le musée Rodin. Oui. Et bien, justement, donc, comme on aborde ces mythes sous l'angle artistique, on s'est dit qu'on allait aller vraiment dans des lieux culturels et liés à l'art pour en parler. Et le musée Rodin, ça s'est imposé tout de suite parce que dans les jardins du musée Rodin, il y a la porte de l'enfer. Et en fait, Rodin s'inspire lui-même de la Divine Comédie de Dante pour pouvoir la sculpter. Et il croise la culture biblique avec les mythes gréco-romains. Donc on s'est dit que c'était vraiment une formidable opportunité de pouvoir parler de tous ces damnés dans les enfers gréco-romains et la vision du royaume des morts. Et on a eu cette opportunité d'aller vraiment dans le musée, de l'avoir pour nous. En plus, il n'était pas encore réouvert à ce moment-là, c'était en juin dernier. Et ça a été absolument formidable. Et pour les autres lieux, on est allé aussi dans la salle Gaveau, parce qu'il y avait un opéra de chambre qui se jouait là-bas, qui était la descente d'Orphée aux enfers, de Marc-Antoine Charpentier, donc un compositeur baroque du XVIIe siècle. Et là, on va dans les coulisses, pendant les répétitions, pour pouvoir parler d'Orphée et découvrir tout l'aspect musical. On est allé aussi dans l'espace Camac, qui est un lieu où il y a toute une diversité de harpes, parce que c'est l'instrument mythologique par excellence, comme le dit Amélie. Et ça nous permettait de faire le lien à beaucoup de mythes liés à la musique. Donc à chaque fois, en fait, voilà, on a choisi les lieux en fonction des figures mythologiques qu'on avait retenues. Et puis toute une partie qui s'est enregistrée ici aussi, soit avec des spécialistes, soit avec des artistes. Soit avec Amélie seule, parce que c'est vrai que tout à l'heure, on parlait de la façon dont ça s'est passé en studio. Il y avait aussi des moments où c'était juste un dialogue finalement entre nous, et en toute petite équipe, et ça créait quelque chose de très vivant, de très spontané, authentique, même si au montage, après, on retient que la voix d'Amélie. C'était très riche, parce que bien sûr, il y avait une trame très écrite aussi, avec beaucoup de recherches, mais c'était important de laisser Amélie improviser, faire des digressions, et c'était toujours très très inattendu. Par exemple, dans l'épisode 5 qui est lié aux sirènes, moi, on faisait des allers-retours dans le script. Alors, j'avais proposé à Amélie une interprétation
qui est lié à Homère, à Apollodore. Voilà, la sirène, c'est la créature tentatrice et destructrice. Et puis Amélie m'a appelée et m'a dit « Ah non, non, mais pas du tout. La sirène, c'est vraiment pour moi la créature qui nous emmène vers la vérité, vers des plaisirs méconnus. Il faut écouter le chant des sirènes, c'est fondamental. » Et c'est là où on voit que Amélie, non seulement elle nous guide dans le documentaire, mais surtout elle traduit les mythes avec son regard qui est unique, qui est complètement singulier et qui renouvelle justement aussi les mythes. Mais les mythes, c'est pas seulement de la culture, c'est vraiment notre vie. C'est une façon pour nous de décider ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va suivre l'exemple d'Ulysse? Moi, j'ai toujours trouvé que Ulysse, avec les sirènes, il était lamentable. Il se fait couler de la cire dans les oreilles, il se fait attacher au mât. Il veut même pas essayer d'entendre ce chant sublime. Et qui lui dit que... Oui, alors on lui a dit que c'était dangereux de suivre les sirènes, mais on se doute bien que la beauté est dangereuse. Mais est-ce que ce danger n'en vaut pas la peine, franchement? Non, mais si, lui, c'est le seul à pas mettre de la cire dans ses oreilles, c'est ça, mais il se fait attacher au mât. Il se fait attacher pour pas y aller, ouais. C'est ça, ouais. Ce que je trouve lamentable. Il devrait y aller, quoi. Il devrait y aller. Ouais, c'est sûr. Et Amélie, je crois me souvenir que le tournage a démarré justement au musée Rodin. Vous avez eu la chance de pouvoir entrer, c'était pendant le premier confinement. C'était extraordinaire. Et vous avez donc vu la porte des enfers, notamment, mais vous avez aussi rencontré un objet, je crois, nouveau pour vous, à savoir la tête binaurale. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet objet, de ce qu'il permet de faire et comment vous vous l'êtes finalement approprié? Alors, l'idée, c'était de pouvoir donner une vision auditive de chef-d'œuvre de la statuaire. Et cet instrument dont je suis incapable de retenir le nom peut singulièrement y aider parce que j'avais l'impression que cet instrument, comme un sismographe, enregistrait toutes mes émotions. Comment ne pas voir la porte des enfers et toutes ces statues extraordinaires sans avoir des convulsions d'émotions, surtout après avoir été à la diète artistique pour cause de confinement. Vous vous rendez compte, non seulement vous avez le droit d'entrer dans un des plus beaux musées qui soit, mais en plus il est pour vous toute seule et vous pouvez y rester 8 heures si vous voulez. Eh bien là, j'étais heureuse d'avoir ce sismographe des émotions avec moi. Et d'après ce que j'ai compris, le spectateur, enfin l'auditeur, sent mes émotions grâce à cette machine dont le nom m'échappe toujours. Sismographe des émotions, on pourrait l'appeler comme ça, c'est beaucoup plus joli. C'est beaucoup plus imagé. Je vous propose maintenant d'aller au musée Rodin, d'aller découvrir le musée Rodin aux côtés d'Amélie pour un court extrait. Nous voici au musée Rodin pour explorer ses œuvres en lien avec nos grandes mythologies et spiritualités européennes. C'est extraordinaire de se promener seul dans un tel musée. Regardez, voici la Danaïde, n'est-elle pas magnifique? Nous allons rencontrer Isabelle Bissière, la chef du service culturel du musée Rodin, qui va nous décrypter ses œuvres. Venez avec nous. Alors Amélie, je me retourne vers vous. La musique joue un rôle prépondérant dans le documentaire. Je voulais savoir, voilà, qu'est-ce que vous y avez apporté, vous, dans le choix de ces musiques? Est-ce que la musique vous a guidé dans ce que vous vouliez dire ou est-ce que la musique a toujours été plutôt un accompagnant du récit? Mais c'est tout à la fois. Dans ma vie, la musique, c'est le Graal et la récompense. Je n'ai absolument pas l'ombre d'un talent musical, je n'ai même pas de culture musicale. Et tout ce que je sais, c'est que la musique, c'est ce que je préfère. La musique était à la fois un guide, je joue un petit peu le rôle de la Sibylle, donc celle qui descend aux enfers, qui vous guide vers les enfers, mais moi aussi j'avais besoin d'être guidée. La Sibylle ne connaît pas forcément le chemin, et la musique me guidait pour aller d'expérience en expérience. Alors il y avait celles que je connaissais, celles que Laureline m'avait laissé choisir, comme le Messie de Handel, mais à la fin on était dans ces musiques nordiques qui m'étaient radicalement inconnues et qui étaient comme une récompense. Voilà, tu nous as fait visiter les enfers, eh bien la récompense c'est
tu entends enfin la musique des mythes, la musique mythologique. Et peut-être que c'est ça, finalement. J'aimerais beaucoup penser que l'au-delà est une expérience musicale. Que le temps, il prend le temps, la valeur que dure un morceau de musique. Quand un morceau de musique commence, on est à la fois sorti du temps et en même temps, c'est une temporalité réenchantée. J'aimerais bien que ce soit ça, la mort, une espèce de temporalité réenchantée par la musique. C'est pour ça d'ailleurs qu'on finit par Dante aussi au paradis, parce qu'il a une vision complètement musicale du paradis, et dans l'extrait que Alexis lit, c'est vraiment lié au chant, tout est musique, c'est la notion du paradis pour lui. Et c'est vrai que la musique, c'est très beau ce que vous disiez, qu'elle nous a guidés pendant tout le documentaire, parce que il y a une composition musicale originale qui a été vraiment créée pour ce documentaire, pour chaque épisode, par Virgile van Gineken, et qui a été enregistrée par un quatuor à cordes, ce qui apporte une densité magnifique à la musique, et justement avec le micro en son binaural. Et on a voulu que cette musique, elle soit comme un personnage qui nous aide à passer d'un thème à l'autre, d'un lieu à un autre, d'un épisode à un autre, mais qu'elle soit aussi très subtile, très complexe, comme tous ces récits qu'on partage avec l'auditeur. Alors, la musique peut aussi aider à l'interprétation. Est-ce que, Alexis, cette ambiance musicale, elle a permis de poser votre tonalité sur la lecture de Dante, par exemple? J'aurais bien aimé, mais non, elle est arrivée après. Oui, elle est arrivée après. Mais par contre, je trouve ça beaucoup mieux avec de la musique, effectivement, que ça enrichit toujours un texte, ça lui donne complètement une profondeur, ça amène beaucoup de choses que le simple texte lu ne suffit pas à transmettre, quoi. Ouais. Ouais. C'est pas un hasard aussi si Orphée a sa lyre. Le premier homme qui peut aller aux enfers et en revenir est armé d'une lyre. Donc il y a des accointances entre musique et enfer. Alors, nous allons aller maintenant ensemble dans la salle Gaveau, où se jouait un opéra de Marc-Antoine Charpentier, dont Laureline a parlé, La descente d'Orphée aux enfers. Soyez certain que vous sauvez des vies en chantant la descente d'Orphée aux enfers, donc vous êtes véritablement Orphée. Ah, ils sont sur scène à présent. C'est magique d'assister à des moments pareils. Oh, berger, en effet, il n'est plus d'Eurydice. Alors, Amélie, Alexis, au-delà de vos livres qui existent en version lue, en version audio, c'est, je pense, la première fois que vous travaillez autour d'un projet qui est qui n'existe qu'en audio, qui nécessite une écriture pour l'audio. Je voudrais savoir si ce projet vous a ouvert des perspectives, donné des envies. Voilà, comment vous, en tant que créateur, et bien sûr Laureline, tu es concernée aussi, vous êtes concernée aussi, en tant que créateur, voilà, quelle perspective de création l'audio a pu déclencher chez vous? Oh, ça a été une expérience vraiment très féconde et qui me donne terriblement envie de faire la suite. Parce qu'on a abordé toutes sortes de mythologies dans ce qui est peut-être l'épisode 1, mais il en reste tant, il y a tant de mythologies qu'on n'a pas encore explorées, et j'adorerais bien évidemment qu'on fasse l'épisode 2, avec toujours dans cette liberté créatrice que nous a autorisé Audible, dans ce dialogue constant avec Laureline Amagneux. Moi, j'ai tellement aimé cette expérience que je ne demande qu'à remettre le couvert. C'est parfait. Voilà. Donc Alexis, on vous embarque. Voilà, c'est ça, j'attendais ça. Avec plaisir. Vous étiez parfait pour jouer le viking, est-ce que vous ferez tout aussi bien le moine zen? C'est ça, avec plaisir. Moi, j'adore en plus la mythologie japonaise. J'aime beaucoup. Et moi j'aime bien cet univers audio aussi, c'est assez passionnant. Souvent je me dis, est-ce que, parce que je touche un peu au cinéma, théâtre et
littérature, etc. Et je me dis, est-ce que j'irais pas faire un tour du côté de qu'est-ce que je pourrais créer avec juste du son, entre guillemets. Mais bon, ça viendra. Faut la bonne histoire, faut que ça marche bien. Oui, ça donne très envie de continuer à expérimenter, vraiment. Et encore plus, justement, avec la technique du son binaural, qui est vraiment d'une très, très grande richesse. Et je pense qu'il y a beaucoup à explorer en termes d'écriture audio. Vous savez, quand on a trouvé le Dream Team... Mais oui, on continue. Voilà. Hein, on est d'accord. et moi, je voudrais souligner qu'il y a aussi... des attentes réellement des auditeurs. Alors, on parle de ce documentaire. Je vais préciser que ce documentaire, depuis sa sortie, il est parmi les 10 meilleures ventes sur Audible. Je ne savais pas. Oui, je suis contente. À côté d'Harry Potter et de Sapiens et de Sandman. Donc voilà, et on est quand même sur un sujet qui est pointu. Qui est la mythologie, qui demande une implication de l'auditeur quand il écoute le documentaire. C'est un documentaire qui dure 6 heures. Et voilà, et tout le retour des auditeurs que l'on voit, c'est que on a commencé à écouter, puis on est allé se promener, on est parti, on a été complètement déconnecté, on est parti en voyage. Et ça, c'est une demande que nous, on reçoit de plus en plus de la part des auditeurs, ces récits qui sont vraiment pensés pour le format audio. Alors, je parle des auditeurs, je vais maintenant regarder ce que les auditeurs ont à dire, puisque nous rentrons dans les 20 dernières minutes de la rencontre et on a donc reçu des questions de vous sur Facebook. Continuez, n'hésitez pas à en poser. On a une première question de Lucie. Combien de temps cela vous a pris pour produire cet audio ? Eh bien, presque un an. Presque un an, parce qu'on a commencé l'écriture en décembre 2020. On a fait un premier tournage en fin janvier à la salle Gaveau. Et après, on a continué, on est retourné en écriture. Il y a eu le premier confinement. On a tourné jusqu'à l'été. Et puis, le travail de montage, de création musicale et sonore, vraiment a duré jusqu'en décembre 2021. Donc oui, il y a un an de travail. Question de Jacques. Amélie, préférez-vous l'univers du paradis, du purgatoire ou de l'enfer ? Question très difficile. Je pense qu'il faut n'en préférer aucun, il faut les faire dans l'ordre. Bien évidemment, il faut commencer par les enfers, et les enfers c'est très intéressant, hein, c'est comme l'expérience du bad trip. On apprend énormément de ces bad trips, donc il faut, puis ne serait-ce que pour des raisons musicales, il faut connaître l'enfer. L'enfer est phoniquement d'une richesse extraordinaire. Après, on passe par le purgatoire. Le purgatoire, c'est comme passer par une petite purge de silence. Hein, c'était un confinement. Hein. Et puis, on arrive au paradis. Et là, le paradis est une expérience musicale fabuleuse. Les musiques qui avaient été choisies pour illustrer le paradis, mais c'est pas du tout le paradis mièvre comme on le craint, vous savez, où on est avec les anges en train de prier. Non, c'est pas du tout ça. Là, au contraire, c'est le trip réussi, c'est l'extase. On a les sens décuplés, on ne savait pas que la beauté pouvait être si forte, on ne savait pas qu'on pouvait éprouver tant de plaisir. Donc voilà, je pense qu'il faut faire les choses dans l'ordre. Question de Laura. J'attends les romans d'Amélie lus par elle-même. Oh mon Dieu, Laura, vous me surestimez complètement. Il faudrait vraiment, il faut que ce soit Alexis qui lise mes romans. Les gens, pour des raisons inexplicables, s'imaginent que je dois avoir des talents de comédienne. Je vous assure, je suis la plus mauvaise comédienne de la Terre et la plus mauvaise lectrice de la Terre. Je veux dire, quand je dois lire mes propres textes à haute voix, c'est idiot, mais ça me bouleverse tellement que j'achoppe sur tous les mots. Alors, quand même, Amélie lit un extrait de Soif dans le documentaire. Mais c'est parce qu'elle avait mis un revolver sur ma tempe. Question de Justine. Comment Amélie a-t-elle vécu cette nouvelle expérience pour elle, principalement basée sur sa voix et non sur son écriture ? C'était, comme on dit, une expression très tarte dont on se sert beaucoup aujourd'hui. Je suis sortie de ma zone de confort.
C'était tout à fait ça. Et il fallait vraiment que je sois mise en confiance par Laureline pour que j'ose une expérience pareille. Bon, ce que je savais, c'est que je voulais travailler de nouveau avec Laureline, parce que travailler avec Laureline, ça me convient très bien. On s'enrichit mutuellement, c'est formidable. Et en même temps, je sais qu'écrire à quatre mains, c'est une chose dont je suis parfaitement incapable. Donc il fallait que ce soit autre chose que de l'écriture. Et là, c'était l'expérience parfaite. On pouvait approfondir quelque chose de culturel sans être continuellement empoisonné par l'image. C'était idéal. Et, il faut dire qu'on se connaît depuis plus de 20 ans. Plus de 20 ans, c'est vrai. Et effectivement, on a déjà fait aussi un film ensemble pour France 5, qui était un portrait d'Amélie au Japon. Et c'est vrai que j'ai trouvé que dans l'audio, vous êtes complètement épanouie, ouverte. Bon, il y avait toute cette complicité, cette intimité, mais vraiment, vous étiez extrêmement libre, en fait, dans ce format. Ça, c'était fabuleux. Et d'ailleurs, Amélie, finalement, enfin, il y a des touches de portrait aussi dans ce documentaire, des choses que vous confiez qui sont très personnelles, même par rapport à des expériences chamaniques ou voilà, par rapport à votre papa aussi. Oui. Et c'était très, très touchant. Merci. Mais voilà, l'élément humain était à la base de ça. Je ne peux pas faire ça avec n'importe qui. C'est parce que Laureline et moi, on est amis depuis 20 ans. C'est pour ça que cette complicité est possible. Question de Nicolas. J'aime beaucoup cette question. J'ai hâte d'avoir la réponse. Amélie, si votre vie était un mythe, lequel serait-il? Je crois que j'ai pu identifier le Nicolas. Eh bien, ce serait évidemment Orphée et Eurydice, n'est-ce pas, cher Nicolas? C'est incroyable. Question de Élodie. Amélie, quel épisode avez-vous le plus aimé tourner? Oh là là, il y en a eu tellement. Bon, évidemment, le musée Rodin, c'était quand même, c'était super fort. Il y avait vraiment, j'ai tout adoré, mais le musée Rodin, c'était le plus fort. C'était un privilège incroyable de passer tant de temps. En plus, il y avait comment on appelle ça? La chef du service culturel. J'allais dire la tenancière, qui est venue nous expliquer le musée. Oui. C'était fantastique. Et Mag voudrait revenir sur la question de Nicolas, qu'elle ne connaît pas. Pourquoi le mythe d'Orphée? Orphée est celui qui, par le pouvoir de la musique et le pouvoir des mots, puisque je rappelle que pendant l'Antiquité, poésie et musique ne se distinguaient pas l'un de l'autre, accomplit ce qui a toujours été mon obsession, et à mon avis n'est pas que mon obsession, aller aux enfers retrouver un ou une vivante, un mort donc, qu'on brûle de retrouver. Voilà, est-ce que ce n'est pas notre hantise en tant que vivants de retrouver les morts qu'on a perdus? Je sais que moi, c'est ma plus grande obsession, retrouver certains morts et, ne serait-ce que métaphoriquement, les faire revivre. Question d'Isabelle, qui vous connaît, que vous connaissez. Amélie, est-ce que cette expérience vous a inspiré d'autres écritures? Votre poétesse nippo-savoyarde inachevée qui vous embrasse. Bien sûr. Oh ben c'est évident. Alors, il est trop tôt pour le dire, mais on ne peut pas vivre une expérience aussi immergée dans les mythes sans être fécondé. C'est aussi pour ça que je me suis toujours passionnée pour la mythologie. Rien n'est plus fertile que la mythologie. Rien ne nous aide autant, bien sûr, à comprendre le monde, mais en même temps ne nous enrichit pas autant. C'est à la fois très profond et en même temps, on n'a pas besoin d'avoir fait 6 années d'études pour comprendre. Faites l'expérience avec les enfants. Lisez de la mythologie aux enfants, les enfants adorent. Pourquoi? Parce que c'est ludique, c'est pas tellement compliqué à comprendre. Il faut relire sa mythologie de 6 à... Il n'y a pas de limite. Hein. Dès l'âge de 6 ans, on peut se passionner pour la mythologie. Question de Eliane. Amélie peut-elle nous parler des mythes japonais? Merci. Ah, mais ma chère Eliane, mais ça c'est pour l'épisode 2. Bien sûr qu'on va le faire, mais là on n'y était pas encore. Dans ce premier épisode, c'était le monde gréco-romain, le monde chrétien
et le monde nordique. Mais dans l'épisode 2, il y aura évidemment les mythes japonais. Donc je ne peux pas encore déflorer l'épisode 2, c'est pas possible. On a encore tout à imaginer, mais un continent à explorer. Et ce serait quoi les autres mythes qui vous intéressent? Alors il y aura bien sûr, je pense, les mythes arabes, africains. Je pense que ça peut être absolument passionnant. Certainement. Alors, on m'indique qu'on va arrêter, voilà, que le temps, je crois, est Indien écoulé. aussi. Hop, je vais juste reprendre mon petit papier car je ne connais pas le code par cœur. Alors, je vais déjà vous remercier à tous de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés, d'avoir interrogé les invités. Pour les personnes qui nous ont écoutés, qui n'auraient pas encore eu la chance d'écouter le documentaire La Divine Comédie d'Amélie Nothomb, on va vous offrir un code qui vous permet de le télécharger gratuitement sur Audible jusqu'à demain soir. Alors je vous donne les informations et puis on les mettra sur le Facebook, on vous les enverra. Donc le code c'est comédie en majuscule et sans accent, que vous pouvez rentrer sur le site audible.fr/cadeau au singulier. Comédie majuscule sans accent, audible.fr/cadeau. Et vous pourrez donc télécharger, et non pas streamer, télécharger le documentaire d'Amélie. Voilà, donc tout La Divine Comédie d'Amélie Nothomb, ainsi également que tous les romans d'Amélie, le roman Loin d'Alexis sont aussi disponibles en livre audio sur Audible. Voilà, je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous voulez ajouter un mot de la fin ? Eh bien, comme dans toute cérémonie mythologique, tout ceci va se terminer par des libations. Merci Ainara, merci beaucoup. Merci Ainara. Merci à Merci tous. Laureline. Bah, Merci, à bonne vous. soirée. Merci Alexis. Merci Amélie.